Salut à tous, je suis Dorcil Richcode. J'ai une licence en chimie de la faculté des sciences. Je suis en troisième année en mathématiques à l'école normale supérieure de l'Université d'État d'Haïti. Je suis également en première année génie civil à la faculté des sciences. Je suis professeur de mathématiques, de physique et de chimie. Je vais enseigner un cours de chimie pour la NS1, un cours de chimie pour la NS2 et un cours d'algèbre pour la NS3. Et ça, c'est un cours de chimie pour la NS1. On va parler de la structure électronique d'un atome. Mais d'abord, j'espère que tout le monde a déjà vu la notion de matière, qu'elle est formée d'unités discrètes qu'on appelle l'atome. À noter que l'atome, il n'est pas élémentaire. Pourquoi? Parce qu'il est formé de protons, neutrons et électrons. Également, les protons ne sont pas élémentaires parce qu'ils sont formés d'entités beaucoup plus petites qu'on appelle des quarks. Il y a différents types de quarks. Dans les protons, on va trouver des quarks qu'on appelle up et down. Il y a deux quarks up dans un proton au total et un down. Mais pour les neutrons, c'est l'inverse. Il y a deux quarks, deux down et un up. Mais les électrons eux-mêmes, ils sont élémentaires. C'est-à-dire, on ne va rien trouver dans un électron. Donc là, c'est ça, l'atome. Il est formé de trois entités. Ces entités-là sont protons, neutrons et électrons. Mais comment est-ce qu'ils sont agencés? Voici une image de l'atome. Dans l'atome, il y a un noyau. Dans le noyau, on trouve des protons et des neutrons. Protons et neutrons, on les appelle nucléons. À noter, lorsqu'on dit un nucléon, ça peut être soit un proton, soit un neutron. Non les deux à la fois. Et autour de ce noyau-là, il y a ce qu'on appelle des couches ou bien un nuage électronique, des couches qui contiennent des électrons qui sont en train de graviter autour du noyau. Ça, c'est une image, disons en 2D, d'un atome. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour représenter symboliquement un atome? On le représente ainsi par ce symbole-là. X, c'est l'atome en question. Et A, c'est un nombre qui a rapport avec son noyau. A, c'est le nombre d'entités qu'il y a dans le noyau. Comme ces entités-là, on les appelle des nucléons. Donc A, c'est le nombre de nucléons. Donc A, c'est somme. En fait, A, c'est la somme des quantités de protons et de neutrons. Comme on a désigné cette lettre-là, Z, Z, c'est le nombre de protons qu'il y a dans le noyau. Donc, A, c'est somme de Z avec quelque chose d'autre. Mais cette quelque chose d'autre-là, c'est le nombre de neutrons qu'on va noter N. Donc, N, c'est le nombre de neutrons. Donc, lorsqu'on donne pour un atome, par exemple, si on prend AN, si on met AN comme ça avec 27, ça signifie que dans son noyau, il y a 27 nucléons au total. Mais parmi ces 27 nucléons-là, on ne sait pas quelle quantité de protons et quelle quantité de neutrons. Ça pourrait être 12, 15, 13, 14, n'importe quoi, mais il n'y a pas beaucoup de possibilités, il n'y a qu'une seule possibilité. Et bien, pour connaître le nombre exact, on doit aussi donner le nombre de protons qu'on a ici. Donc, automatiquement, on sait que dans cet atome-là, il y a 13 protons, Z égale à 13, et du coup, il y aura la différence pour le nombre de neutrons, 27 moins 13. Donc, ça fait 14 neutrons. Et qu'est-ce qu'on sait d'autre? D'après les expériences qu'on a menées avec des scientifiques comme Rutherford et Thomson, on sait que dans un atome, il y a autant de protons que d'électrons. Donc, si on note E pour le nombre d'électrons, dès qu'on connaît la quantité de protons, on connaît automatiquement la quantité d'électrons. Sauf pour des espèces qui sont chargées qu'on appelle les ions, où ce n'est pas égal, où la quantité d'électrons sera égale à la quantité de protons moins la charge que porte l'espèce. Ok, donc ici,
Par exemple, dans cette image-là, on a noté en rouge les protons, en noir les neutrons et en bleu les électrons. Si vous constatez bien, si on compte les protons, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si on compte les électrons, on a 1, 2 sur la première couche, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a égalité. On a ici Z égale à 8 et E égale à 8 comme on est dans un atome. Et pour la quantité de neutrons, il n'y a pas de rapport entre la quantité de neutrons et la quantité de protons. Si on compte la quantité de neutrons, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 neutrons. Donc 7 n égale à 7, ce qui fait un total de 15 nucléons dans le noyau. Ok. Maintenant, on va s'intéresser, en fait en réalité, en chimie, on ne s'intéresse pas vraiment au noyau de l'atome. Le noyau, ça concerne la physique, ou plus ou moins ce qu'on appelle la physique quantique, ou bien la physique de l'infiniment petit. Mais nous-mêmes en chimie, on s'intéresse aux électrons, et plus spécifiquement aux électrons qui sont sur la dernière couche. Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut bien connaître la disposition de ces électrons-là par rapport au noyau. Donc il y a deux méthodes qui essaient d'expliquer ça. Il y a la méthode avec les couches et la méthode avec les orbitales. Ça c'est de la physique quantique qui a donné ce modèle-là. Le modèle avec les couches c'est beaucoup plus simple. En fait, comme c'est indiqué dans le schéma, il y a plusieurs couches électroniques. Ça c'est la première couche, ça c'est la deuxième et ça c'est la troisième. Donc on va noter le nombre de couches. On le note petit n. N peut être égal à 1, 2, 3, 4, 5. C'est égal à 1 si on est dans la première couche. Ça va être égal à 2 si on est dans la deuxième, ainsi de suite. Mais il y a une autre façon de noter ça. On a désigné la première couche par la lettre K et la deuxième L, M, N, O. En fait, on a pris la première lettre K et les autres viennent dans l'ordre alphabétique. On a pris K à cause du mot noyau, en allemand qui se dit kernel. Comme c'est la première lettre du mot noyau et que la première couche, c'est la couche qui est la plus proche du noyau, donc on a pris K comme première lettre. Après les autres viennent dans l'ordre alphabétique. Maintenant, on pourrait faire un parallèle. Ça c'est le modèle avec les couches, qui note les couches comme ça, K, L, M, N, O, si on est dans la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième couche, ainsi de suite. Mais il y a aussi une autre méthode. En fait, le problème avec ce modèle-là, on pourrait penser par exemple que les électrons se trouvent à une position fixe par rapport au noyau. Or, dans la réalité, lorsqu'on fait un constat, l'électron il n'a pas de position fixe par rapport au noyau. Il est tantôt il est ici, tantôt il est ici, mais de toute façon, même s'il est tantôt ici, tantôt là-bas, ces différentes possibilités sont limitées. Donc, ces délimitations-là, comment est-ce qu'on appelle? On appelle ça orbital, une orbitale. Qu'est-ce que c'est qu'une orbitale? C'est l'espace où il est le plus probable de trouver un électron. Il y a différents types d'espaces, de formes géométriques. Par exemple, il y a des orbitales S, des orbitales P, mais ça c'est pour après. Ce qui nous intéresse là vraiment, c'est le modèle avec les couches. Maintenant, ce qu'on va essayer d'expliquer là, il y a des couches qui contiennent des électrons. Mais ces couches-là contiennent une quantité bien spécifique d'électrons. Et cette quantité-là, elle est donnée par cette formule-là, 2n carré, où n c'est le numéro de la couche. Par exemple, si on est dans la première couche, n égale à 1, ou bien si on est dans la couche K, ça pourra prendre 2 fois 1 au carré qui donne 2 électrons. En fait, ce symbole-là, c'est pour électrons. Si on est dans la deuxième couche, ça pourra prendre 2 fois 2 au carré, qui donne 2 fois 4, qui donne 8 électrons. Si on est dans la troisième couche, ça pourra prendre 2 fois 3 au carré, qui donne 18. Et ainsi de suite. Par exemple, si on est dans la septième couche, ça pourra prendre 2 fois 7 au carré, qui donne 2 fois 7 au carré, qui donne 49, qui va donner 98. C'est ça? Ok.
là, on arrive à la fin. Donc, je dis merci à tout le monde. Et pour la prochaine, on va essayer de faire des exercices. Merci.